Le sommet entre le président Clinton, Arafat et Barak se tient donc à Camp David en juillet 2000. Il s'achèvera sans accord global, ce qui sera d'autant plus interprété comme un échec que l'on avait prophétisé des miracles. Ehud Barak, et après lui l'ensemble de la classe politique et la plupart des intellectuels israéliens, proclameront que les Palestiniens ont refusé une offre généreuse, qu'ils ont, une fois encore, laissé passer une chance historique. Une offre généreuse? À quelle aune? À celle du droit international? L'expression même en dit long. C'est celle que le vainqueur emploie pour s'adresser au vaincu. Elle exprime une certaine vision de la paix, d'une paix imposée par le plus fort. Pendant de nombreux mois, a prévalu une version de ce sommet fondée uniquement sur les interprétations d'Ehud Barak. On en dispose maintenant grâce à de nombreux témoignages israéliens, palestiniens et américains d'une autre vision. Robert Malley, membre de la délégation américaine à Camp David, fut l'un des premiers à offrir, en août 2001, dans The New York Review of Books, un récit nuancé de ce qu'il appelle la tragédie des erreurs. D'autres ouvrages et témoignages démoliront la présentation faite par Ehud Barak. En français, c'est le remarquable travail de Charles Anderlin, Le rêve brisé, qui permettra de ramener à sa juste valeur l'offre généreuse entre parenthèses. À aucun moment, écrit Charles Anderlin, Arafat ne s'est vu proposer à Camp David l'État palestinien sur plus de 91% de la Cisjordanie. Et cela sans que jamais lui soit reconnue la souveraineté complète sur les quartiers arabes de Jérusalem et de Haram el-Sharif, le mont du Temple. Jamais, comme l'affirmeront certaines organisations juives, les négociateurs palestiniens n'ont exigé le retour en Israël de 3 millions de réfugiés. Les chiffres discutés au cours des pourparlers ont varié, de quelques centaines à quelques milliers de Palestiniens autorisés à revenir avec l'autorisation d'Israël. Comme le confirment les cartes, l'État palestinien proposé à Camp David aurait été pratiquement coupé en 4. D'une part, Israël n'a jamais renoncé à son contrôle sur une partie du Jourdain et sur les frontières extérieures de l'État palestinien, ni sur son espace aérien. Aucune solution appropriée n'était envisagée pour les réfugiés palestiniens. Sur Jérusalem, Ehud Barak avait assoupli un dogme absolu. Il avait accepté d'envisager le partage de la ville, décrété en 67 capitale éternelle d'Israël. Jérusalem pourrait devenir la capitale des 2 États, même s'il restait encore à déterminer ce qui appartiendrait à chacun. Et les propositions israéliennes concernant Jérusalem-Est, territoire occupé, faut-il le rappeler, étaient loin d'être généreuses. Cette timide ouverture suscita une levée de boucliers en Israël, mais aussi chez certains membres des communautés juives du monde. Elie Wiesel, prix Nobel de la paix, écrivit dans Le Monde un texte intitulé « Jérusalem, il est urgent d'attendre », reprochant ses concessions au Premier ministre israélien. Mieux vaut le mur des lamentations que la paix, explique-t-il en substance. Il est vrai qu'Elie Wiesel nie que des Palestiniens ont été expulsés en 48-50 et que, interrogé sur les massacres de Sabra et Shatila, il n'y eut pas un mot de compassion pour les victimes. Les plus fanatiques ne sont pas toujours ce qu'on croit. Le président américain Bill Clinton, bien qu'il ait promis, en cas d'échec, de n'accuser personne,
fera porter à Yasser Arafat la responsabilité du non-succès du sommet. Pourtant, si quelqu'un devait être jugé responsable de l'impasse, c'est bien lui. Comme le reconnaîtra en mai 2005 un membre important de la délégation américaine, Aaron David Miller, dans une opinion publiée par The Washington Post. Les négociateurs américains se sont alignés sur les positions d'Israël, sans examiner de manière critique ce que cela signifiait pour nos propres intérêts, pour ceux de la partie arabe et pour le succès global des négociations. La pratique de la délégation américaine, poursuit-il, consistant à soumettre d'abord toutes ses propositions à la délégation d'Israël, a privé notre politique d'indépendance et de la flexibilité nécessaire pour une sérieuse négociation de paix. Et il résume la philosophie qui a prévalu depuis les accords d'Oslo. Notre point de départ n'était pas ce qui était nécessaire pour obtenir un accord acceptable par les deux parties, mais ce qui était acceptable par une seule des parties, Israël. Cette vision reflète un profond malentendu. Malgré le fait que l'administration Clinton ait développé des relations fréquentes avec l'autorité palestinienne, elle ne comprenait ni ce que subissaient les Palestiniens, ni leurs demandes. La délégation américaine sera surprise, par exemple, par l'exigence palestinienne de récupérer l'ensemble des territoires occupés, et pas seulement 90%. La proximité culturelle avec Israël, la manière de voir le conflit à travers son point de vue, a pesé dans l'impasse de Camp David. Accuser Arafat, c'est ne pas comprendre qu'aucun dirigeant palestinien, si modéré soit-il, ne pouvait accepter en l'état des propositions israéliennes. Et les médias occidentaux, comme Clinton, passèrent sous silence le fait que les Palestiniens avaient fait preuve de souplesse à Camp David, en acceptant par exemple que les quartiers juifs de Jérusalem-Est, situés pourtant dans des territoires occupés, soient annexés par Israël, que les grands blocs de colonies le soient aussi, en échange de compensations territoriales.